Au cœur du Pérou, on exhume des momies de tombes anciennes. Nous pensons qu'à l'intérieur, il y a une famille au complet. 3, 4, 5 personnes. Guerriers, mères, enfants, ce sont tous des messagers du passé, issus de l'un des plus grands empires que le monde ait connu. Ils ont conquis ce territoire agressif, soumis aux tremblements de terre et dominé par des montagnes volcaniques, pour y forger une grande nation. Pendant moins d'un siècle, ce diamant des Andes a rayonné, jusqu'à ce qu'un cavalier des ténèbres vienne assombrir le dieu soleil des Incas et détruire presque tout ce qu'ils avaient créé. Aujourd'hui, les vestiges incas éparpillés sont menacés par l'essor de la population et la cupidité des chasseurs de trésors. Les archéologues sont engagés dans la bataille pour sauver les ultimes traces. C'est une course contre la montre. Ces gens ont créé quelque chose d'extraordinaire ici, dans les Andes. Le passé du Pérou ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est une tâche essentielle, car cela nous aide à mieux comprendre notre histoire. Les momies sont comme des capsules témoins. Elles nous en apprennent tellement sur la vie d'il y a 500 ans. Mais elles disparaissent si vite. Les Incas ont laissé derrière eux un héritage fragile. Mais à chaque couche explorée, à chaque pièce découverte, le passé reprend vie. La population andine marche aujourd'hui sur les traces de ses ancêtres. Les vestiges sont partout, témoignant de la grandeur passée de l'Empire Inca. Les gens ici sont de plus en plus fiers de ce dont leurs ancêtres étaient capables. Car ils ont accompli des choses incroyables. C'est le plus grand empire connu dans l'hémisphère occidental et il nous reste tant de choses à découvrir à son sujet. D'après ce que nous savons, il s'agit là de l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire. Il y a moins de 600 ans, les Incas n'étaient qu'un peuple parmi les autres peuples indigènes vivant sur cette terre ancestrale. Mais leur petit royaume dans les montagnes a connu une expansion qui restera comme l'une des plus importantes jamais réalisées. En moins d'un siècle, les Incas ont considérablement élargi leur territoire. C'est une réussite absolument phénoménale. Ils disent descendre du soleil. Leur conquête est pacifique, tant que les vaincus obéissent et vénèrent leur dieu soleil, Inti. En imposant leur hégémonie sur d'autres cultures, ils gardent le meilleur de chacune. La civilisation atteint un niveau alors jamais égalé. Les Incas étaient un peuple extraordinaire. Ils ont réussi des choses difficiles à imaginer encore aujourd'hui. Ils creusent des kilomètres de terrasses dans les parois montagneuses, transformant ainsi un terrain impraticable en terres arables. D'ingénieux aqueducs transportent l'eau des glaciers jusqu'aux champs situés plus bas. Les Incas érigent des monuments à l'aide de rocs gigantesques, taillés avec une précision telle que la lame d'un couteau ne s'insère pas entre les joints. Ils construisent des cités entières, comme Machu Picchu par exemple, sur de lointains pics montagneux. Mais un de leurs plus grands accomplissements est leur formidable réseau routier. Lien vital du territoire, ils parcourent tout l'Empire sur plus de 20 000 kilomètres.
Les messagers de l'Inca constituent la clé de ce réseau d'artères. Les Incas avaient cet incroyable système de coureurs de poste. C'était un peu comme le Pony Express. On dit qu'ils étaient capables de porter des messages ou même des objets, de la nourriture par exemple, à plusieurs centaines de kilomètres en une seule journée. Et le plus surprenant, c'est que les Incas ont réussi à organiser cela sur un des terrains les plus accidentés au monde. Ce sont les routes et ces messagers qui permettent à quelques 100 000 Incas de dominer plus de 10 millions de sujets. À son apogée, l'empire Inca s'étend de l'actuel Équateur jusqu'au Chili au sud et de la jungle amazonienne à l'océan Pacifique. Ces frontières contiennent les 4 quartiers de la Terre. Tous les peuples sont sous la domination des Incas. À l'extrême ouest de leur territoire, non loin de l'actuelle capitale du Pérou, Lima, se trouvent les ruines d'une communauté qui faisait autrefois partie de l'Empire. Mais en 1989, des centaines de familles sans abri sont venues s'y installer. Elles y sont restées. La communauté de Tupac Amaru a transformé en bidonville un des sites archéologiques les plus riches du Pérou. La ville fourmille de vivants et de morts. La journée commence sous de bons auspices. Un habitant de Tupac Amaru, du nom de Gato, procède à une cérémonie marquant le début des fouilles archéologiques. Le responsable du projet, Guillermo Cook, espère que les dieux seront généreux. Gato fait une offrande à Pachamama, la terre-mère, pour que nos fouilles soient couronnées de succès. Gato bénit les 4 quartiers comme ses ancêtres l'ont fait avant lui, il y a 500 ans. Lors de fouilles précédentes, Guillermo Cook a découvert que des centaines de momies étaient enfouies un peu partout dans la ville. Elle est construite sur un des plus grands cimetières du Pérou. Les égouts et les canalisations sont sur le point d'être installés, ce qui entraînera la destruction de centaines de momies. Grâce à un fonds d'urgence débloqué par le National Geographic, l'équipe va maintenant tenter d'en sauver un maximum. Mais ils ont seulement 10 semaines devant eux. Ils viennent de s'engager dans une course contre la montre. Les fouilles s'annoncent complexes, car l'un des principaux secteurs se trouve au beau milieu de la cour de l'école. Dans cette zone, il y a un cimetière. C'était un lieu sacré. Il est demeuré intact pendant des siècles. Et en 1998, les gens des bidonvilles ont aplani ce terrain au bulldozer pour créer une cour d'école. Travailler dans l'enceinte de l'école est assez difficile. Les enfants sont toujours autour de nous. Et puis il y a tellement de poussière. On a beaucoup de mal. Mais malgré l'incongruité du décor, le passé commence déjà à refaire surface. Les enfants sont très curieux. Ils sont très intéressés. Ils apprennent beaucoup. C'est une chance unique pour eux de découvrir le passé, leur passé. À quoi ressemble la vie sous le règne des Incas? Tout dépend de votre place dans la société. La vie d'un sujet de l'Empire était radicalement différente de celle d'un membre de l'élite Inca. Car c'est avec la sueur et le sang des populations assujetties que les Incas bâtissent leur empire. Ils exploitent les vaincus, ce qui leur permet de connaître une prospérité exceptionnelle. Ils constituaient des réserves de tonnes de nourriture dans des entrepôts un peu partout dans l'Empire. Autrement dit, la faim n'existait pas.
On dit que les Incas ont accumulé assez de réserves pour nourrir l'ensemble de la nation pendant des années. Cela contribue à leur assurer la loyauté des populations conquises. Mais la sécurité a un prix. Les sujets sont soumis à des règles strictes. Les Incas dotent la classe paysanne de parcelles de terre et lui imposent les cultures. Ils décident des personnes qu'ils peuvent épouser, de l'endroit où ils doivent vivre et même des vêtements qu'ils doivent porter. Les Incas contrôlent tout de près dans leur empire, particulièrement le réseau routier. Ils n'ont pas de langage écrit, mais gardent de nombreuses archives sous forme de séries de nœuds. Peu de choses échappent à leur vigilance, et chacun reste à sa place dans l'Empire. L'atout capital des Incas, c'est leur capacité à contrôler une quantité de peuples différents. Ils parviennent à contrôler les populations assujetties jusqu'aux confins du territoire, même ici, aux limites de l'Empire, ce qui est aujourd'hui Tupac Amaru. L'équipe de Guillermo a commencé les fouilles il y a une semaine. Elle révèle déjà un grand nombre de choses. La cour d'école est située au-dessus d'un cimetière réservé aux castes supérieures, à l'élite. Ici vit une des populations les plus pauvres du monde, et sous ses pieds gisent les quelques privilégiés d'hier. Ce coquillage, le Spondylus, vient d'Équateur. Sa valeur était supérieure à celle de l'or. Ici, dans la cour d'école, le choc entre le passé et le futur montre son pire visage. L'han destruido completamente. Le han metido la máquina. Des momies enveloppées de coton, enterrées dans d'énormes balles, ont été déchirées par les bulldozers. Des morceaux de corps et des offrandes se retrouvent mêlés à la terre. Si elles sont déchirées, c'est terrible. C'était un cimetière destiné aux classes supérieures et maintenant, c'est un massacre. Nous avons là un épi de maïs qui faisait partie des offrandes de cette balle. Il y a du coton pour le tissage, des plumes, et ceci fait partie d'un bandeau. Nous allons en récupérer une partie, mais c'est une catastrophe. Le dilemme est de taille. L'archéologie face aux besoins d'une population en pleine expansion. Il y a presque 1400 enfants scolarisés à Tupac Amaru. Ils vont grandir et à leur tour, ils vont avoir chacun 4, 5, 6 enfants. Cela va créer une pression très importante sur les sites archéologiques. À partir des pièces disséminées dans la cour de récréation, ils peuvent commencer à reconstituer le passé. Tels des détectives, Guillermo et son équipe ont appris à enquêter sur les morts. Cet enfant semble avoir eu de l'importance. Les coiffures de ce type étaient réservées aux personnes de haut rang à l'époque inca. Les anthropologues physiques étudient les os et les dents à la recherche d'autres indices. C'est un enfant. Oui, on a la première molaire qui apparaît seulement ici. Il n'a pas plus de 6 ans selon moi. Les fouilles archéologiques permettent de reconstituer le passé par bribes, comme un puzzle. Nous devons rassembler 1 million de pièces. Avec chaque os, chaque momie que nous découvrons, c'est un être humain qui revient à la vie. Cet enfant était d'une famille fortunée. Quel genre de vie était la sienne?
assujettie aux Incas, ici, aux confins de l'Empire. Et pourquoi a-t-elle été si courte? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse, mais sur les pics de la cordillère des Andes, Johann Reinhardt, archéologue, a découvert quelques tragiques réponses concernant d'autres enfants de l'Empire. J'ai passé plus de 20 ans à escalader les Andes. J'ai eu pas mal de chance, j'ai pu trouver quelques éléments incroyables là-haut. Le fait que les Incas soient parvenus à de telles altitudes me surprendra toujours, parce que les conditions sont vraiment difficiles. Vous imaginez ce que cela devait être il y a 500 ans de tenter ce genre de choses? Ces hommes étaient vraiment à part. Il s'agissait forcément de grimpeurs, ils devaient savoir comment faire. C'est ici, parmi ces sommets aux altitudes impressionnantes, que les Incas célèbrent leurs principaux rituels. Ils ne se contentaient pas de briser les barrières physiques, ils brisaient également les barrières psychologiques, ce qui est essentiel. Ils pénétraient dans le royaume des dieux. Ils vénéraient toutes sortes de dieux. Il y avait ceux du soleil, de la lune, des étoiles. Mais les montagnes en particulier jouaient un rôle capital, car elles sont censées contrôler les conditions météorologiques. C'est la raison pour laquelle les Incas réservent aux montagnes des offrandes aussi importantes. En 1999, accompagné d'une équipe d'archéologues péruviens et argentins, je me suis rendu au mont Yuyaco, à 6723 mètres d'altitude, un sommet situé à la frontière entre le Chili et l'Argentine. C'est le site archéologique le plus élevé du monde. Nous y avons découvert 3 momies incroyablement bien préservées. Il s'agit de 3 enfants qui ont servi d'offrande aux dieux Incas. Malheureusement, l'une d'entre elles avait été frappée par la foudre, mais elle était intacte. J'ai toujours rêvé de me retrouver face à un Inca. Mais je n'aurais jamais cru voir un jour le visage d'un enfant Inca. Quand j'ai retiré le linge, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Tout à coup, je me trouvais là devant cette jeune fille, à me demander ce qu'elle avait pu ressentir quand on l'avait offerte au Dieu en sacrifice. J'imagine qu'elle a dû à la fois être extrêmement courageuse et avoir un grand sens des responsabilités. Cinq siècles plus tard, cet enfant sacrifié nous fait partager son histoire. L'analyse de l'ADN a révélé que 2 de ces momies avaient certainement un lien de parenté. Une famille a peut-être sacrifié 2 de ses enfants pour apaiser les dieux de la montagne. Les momies sont d'authentiques capsules témoins, parce qu'elles nous font remonter le temps mieux que quoi que ce soit d'autre. Elles transmettent le genre d'informations que seul le corps humain détient. Les momies sont sûrement l'héritage le plus précieux que les Incas nous ont laissé. Selon leur origine au sein de l'Empire, elles constituent différentes pièces du puzzle. À Tupac Amaru, l'équipe de Guillermo a creusé suffisamment profondément pour maintenant trouver des momies parfaitement intactes, préservées par les sables complètement desséchés de la côte désertique du Pérou. Ces momies sont uniques. Elles sont énormes, entourées de mètres et de mètres de coton. Chaque balle de coton peut contenir jusqu'à 7 corps. Elles fourmillent d'informations sur le passé, un rêve d'archéologue. Ça va peser très lourd, au moins 80 kilos. Ils pensent qu'il y a une famille au complet à l'intérieur. 3, 4, 5 personnes.
Certaines des momies de Tupac Amaru sont uniques pour une autre raison. Elles sont dotées de fausses têtes, falsas cabezas. Il s'agit d'un paquet de coton qui représente la tête d'un individu. C'est extrêmement rare. Avant nos fouilles, il en existait seulement une, et certains doutaient de l'origine inca de ces pièces. Nous sommes tous très impatients de voir ce qu'elle contient, mais il va falloir attendre. Nous devons le faire au labo. Au fil des semaines, les momies arrivent toujours plus nombreuses au laboratoire. Mais il faudra patienter des mois avant de les ouvrir. Il ne reste plus que 5 semaines à l'équipe. Chaque jour, la pression de la ville en pleine expansion fait des ravages. Il y a 1140 familles qui vivent à Tupac Amaru, soit entre 14 et 15 000 personnes. Ils n'ont ni l'eau courante, ni égout, ni canalisation. Comme vous pouvez le constater, l'eau s'infiltre dans le sol. Chaque jour, des momies sont détruites. C'est pourquoi cette opération de sauvetage est si importante. L'équipe se démène pour exhumer les momies et les mettre en lieu sûr. Mais elles ne sont pas les seules menacées. Les offrandes enterrées à côté constituent également une source d'information. Plus les fouilles sont profondes, plus des balles de coton apparaissent, et avec eux plus d'indices. Un pot en céramique peut permettre de dater un cimetière. Ce pot est plus précieux que de l'or. L'aribal est la céramique classique des Incas. Cela vient confirmer que les individus enterrés ici l'ont bien été durant l'Empire Inca. À en juger par leur fortune, il semble que ces sujets étaient satisfaits de l'Empire. Mais le règne des Incas sera de courte durée. L'Empire Inca n'a duré qu'une centaine d'années, c'est incroyable. C'est un règne très court. Pendant presque un siècle, la vie est belle pour les Incas. Jusqu'au jour où l'éclat de leur royaume modèle attire la convoitise d'étrangers venus du bout du monde. En 1530, les messagers de l'Inca transmettent les nouvelles de la frontière. Une mystérieuse maladie se répand au nord de l'Empire. La variole fait des milliers de victimes, dont le dirigeant Inca. La guerre civile oppose les deux fils du roi. L'un des deux, Atahualpa, est déterminé à s'emparer du trône. Il est loin d'imaginer pour quel héritage il se bat. Un petit groupe d'Espagnols est arrivé par bateau. Ils progressent sur les routes Incas. Les Espagnols ont introduit les maladies au Mexique. Elles se sont répandues dans toute l'Amérique du Sud, préparant la chute de l'Empire Inca et facilitant sa conquête par une simple poignée d'Espagnols. Motivés par la soif de l'or, sous les ordres d'un soldat illettré du nom de Francisco Pizarro, une armée désordonnée de moins de 200 cavaliers et fantassins se dirige droit au cœur de l'Empire. Ces étrangers sont attendus. Atahualpa sort triomphant de sa bataille pour le trône et, omnubilé par la victoire, il laisse le passage aux envahisseurs. On lui a assuré qu'il ne constitue pas une menace. Montée sur d'étranges créatures à 4 pattes, la troupe hétéroclite d'Espagnols arrive.
on leur permet d'emprunter la grande route sans contrôle. Un son inconnu résonne à travers les cols des montagnes. Les Incas avaient-ils imaginé que cette vision d'un autre monde allait bientôt marquer la fin de leur existence ? Les Espagnols étaient bien différents. Avant eux, les Incas n'avaient eu aucun contact avec la civilisation européenne. Donc tout, depuis les épées en acier jusqu'aux chevaux, entre autres, tout était absolument nouveau pour les populations andines. Bien qu'inférieurs en nombre, les conquistadors ont le dessus. Les Incas sous-estiment la sauvagerie de leurs ennemis. Les Espagnols organisent une rencontre avec Atahualpa. C'est une embuscade. En quelques heures à peine, ils parviennent à tuer des milliers d'Incas, sans déplorer une seule perte dans leur camp. La victoire est écrasante. Le soleil est en train de se coucher sur l'Empire. Une flamme seulement continuera à vaciller. Après la conquête, un petit groupe d'Incas s'enfuit en direction d'une région reculée des Andes, Vilcabamba, où ils parviennent à rester cachés pendant presque 40 ans. Quasiment 5 siècles plus tard, une expédition se dirige vers ce dernier refuge des Incas. L'équipe internationale, soutenue par le National Geographic, est dirigée par l'explorateur Peter Frost. Il y a 2 ans, nous avons repéré un site supposé être un cimetière Inca et une plateforme longeant une crête. Cet endroit se trouve au cœur de Vilcabamba, où les derniers Incas ont trouvé refuge après la conquête espagnole. On est un peu nerveux et très impatient aussi. Si nous faisons une découverte ici, elle aura une grande importance historique. Depuis mon premier séjour au Pérou, il y a 30 ans, je suis fasciné par les Incas, par leur histoire et ce qu'ils ont réussi dans les Andes. Il faut préserver et étudier ça. Peter et son équipe ont devant eux 4 pénibles jours de marche. Un hélicoptère transporte le reste de l'équipe jusqu'au site de Vilcabamba. Il survole ces sommets andins autrefois vénérés par les Incas. La cité antique de Choquequirao est juste en dessous, une énorme ruine Inca que l'on commence seulement à fouiller aujourd'hui. Un groupe d'archéologues péruviens, parmi lesquels le docteur Alfredo Valencia et l'archéo-géophysicienne Meg Waters, rejoignent l'expédition partie à pied une semaine plus tôt. Ils sont chargés d'un système radar souterrain et des fournitures les plus urgentes. Les archéologues doivent couvrir un terrain énorme. Peter a hâte de commencer. La partie occidentale de ce massif, le Cerro Victoria, n'a jamais été fouillée par des archéologues ou des explorateurs, pour autant que l'on sache. C'est aussi ce qui explique notre excitation, notre nervosité à propos de cette expédition. C'est une vraie découverte. L'équipe a seulement 4 semaines pour commencer à cartographier et à fouiller une zone de 4 km. Ce site est tellement grand, tellement étendu que nous allons nous séparer en 3 groupes pour travailler en différents endroits et couvrir autant de terrain que possible. Au moment où ces fouilles sont sur le point de débuter, celles de Guillermo, à l'autre extrémité de l'Empire, touchent à leur fin. L'hiver est arrivé à Tupac. Les archéologues ont travaillé 24 heures sur 24. Le fond leur permet de tenir une semaine de plus, mais il reste tellement de choses à exhumer. Les dieux apparemment se sont montrés généreux avec les archéologues. Les offrandes de gâteaux à Pachamama, 9 semaines plus tôt, ont été on ne peut plus efficaces. L'équipe a découvert près de 200 balles de coton et ils en déterrent un peu plus chaque jour. Willy, ven para que veas la última falsa cabeza.
problema es que ya estamos en los últimos días y tenemos que sacarlos rápido porque ya no vamos a tener mucho tiempo y es una de las más grandes que tenemos ahora. Vamos a tener que correr. Les sociétés de services publics ont commencé les travaux d'installation. Encore une fois, le passé se heurte au futur. L'équipe veut sauver autant de vestiges possibles dans le temps qui leur est imparti. Nous sommes sur le point de terminer. Nous sommes en quelque sorte poussés vers la sortie. La compagnie d'électricité a commencé à installer les poteaux électriques il y a quelques semaines. Ici, en creusant pour mettre un poteau, ils sont tombés sur une très grosse momie. Et Gato est en train de nettoyer une momie d'enfant. En tant que membre de l'équipe de Guillermo, Gato est désormais beaucoup plus respectueux de l'histoire de son pays, mais c'est aussi un habitant de Tupac et un père de famille. Il souhaite que ses enfants aient un avenir. Salut papa, qu'est-ce que tu as trouvé à cet endroit? Un pot en terre. Et comment as-tu fait pour le déterrer? Et il faut travailler. Continue papa. J'ai 5 enfants. Je suis inquiet parce que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas le minimum nécessaire. Nous n'avons pas l'eau ni l'électricité, par exemple. Cela fait 10 ans que c'est comme ça. Nous attendions cela à Tupac, pouvoir vivre décemment. Je me fais vieux. Pourquoi je fais ça? Pour les enfants. C'est une situation très gênante. Nous savons que nous allons en laisser beaucoup, peut-être même des centaines. Mais c'est la vie. Nous n'avons plus de ressources. Nous n'avons plus le temps. Bueno, muchas gracias. Ciao, ciao. Ils n'ont peut-être pas tout sauvegardé, mais ils sont parvenus à préserver plus de 200 balles de coton. Que vont-elles nous apprendre à propos de la vie dans l'Empire? Permettront-elles d'éclairer l'un des chapitres les plus sombres, la vie après la chute de l'Empire? Il s'agit d'une des conquêtes les plus incroyables de l'histoire. Un bouleversement radical s'est produit en très peu de temps. Des soldats de fortune sont désormais à la tête du royaume. Ils ruinent l'Empire et exploitent sa population. Ils s'intéressent bien peu à l'ordre qui règne chez les Incas, c'est l'or qu'ils veulent. Même le grand Atahualpa n'est qu'un pion pour eux. Pour tenter d'échapper à la mort, Atahualpa finit par offrir aux Espagnols une pièce remplie d'or, une fortune incroyable. Il s'empare du magot, mais tue quand même Atahualpa. Les années suivantes, les Incas lancent de nombreuses tentatives pour reconquérir leur royaume, mais elles seront toutes vaines. Les derniers vestiges de l'Empire s'effondrent dans le refuge montagneux de Vilcabamba. Après une semaine sur le terrain, Peter Frost et le docteur Valencia découvrent un site plus riche que ce qu'ils n'osaient imaginer. Nous avons ici un mur et des structures clairement incas dans leur conception. Nous avons découvert des poteries qui ont également des caractéristiques incas. Il semble évident qu'une assez grande communauté vivait ici. Le radar a commencé à révéler des détails souterrains. Dès que l'équipe aura les données en main, elle commencera à creuser. Ils ont mis au jour un mur entourant une clairière. Peter estime qu'il pourrait s'agir d'un site religieux. Ici, nous sommes complètement entourés d'immenses sommets. Le genre de sommet enneigé, sacré pour les Incas. Ils devaient sûrement aussi utiliser cet endroit comme un point de communication. Ils envoyaient des signaux jusqu'à cette vallée et jusqu'à Choquequirao. C'était donc un centre majeur. Je pense que nous nous trouvons actuellement sur une plateforme sacrée d'un des plus grands sites Incas. Sur une crête en contrebas,
l'équipe du docteur Valencia a commencé à mettre au jour une structure arrondie, sans doute une habitation. Les tessons qu'il déterre n'évoquent peut-être pas grand-chose à qui n'a pas l'œil exercé, mais ils sont extrêmement précieux pour le docteur Valencia. La découverte de trésors, d'or, d'argent, n'intéresse pas les archéologues. Voilà ce qui est important pour nous. Ces tessons sont de véritables mines d'informations. Parce que grâce à ces céramiques, nous en savons un peu plus sur le mode de vie à l'époque inca, ce qu'ils faisaient, leur philosophie, leurs pensées, leurs ambitions, leurs problèmes personnels. Le site a été abandonné. Quand, on ne sait pas, mais ça doit avoir un rapport avec la conquête espagnole. L'équipe de Peter a découvert un bâtiment de pierre qui apportera peut-être des informations sur les derniers jours des habitants des lieux. C'est très émouvant parce qu'apparemment il s'agit d'un village qui a surtout été occupé après la conquête, à l'époque où les Incas résistaient aux Espagnols, ici, à Vilcabamba. Je suis assez impressionné par ce que je vois ici. Cela va bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer les uns ou les autres. Trouver un bâtiment aussi bien préservé que celui-là, c'est vraiment extraordinaire. Je crois que c'est le bâtiment le plus complet, le plus intact que nous ayons vu, non? S'agit-il d'un seul bloc de pierre? Cette pierre est travaillée de façon tout à fait remarquable, vraiment du bon travail. Les vestiges incas se retrouvent un peu partout sur ces collines. Chaque jour, de nouvelles ruines sont découvertes, pas seulement par les archéologues, mais aussi par des paysans qui viennent vivre dans ces régions. La maison de Valentín Esaca est remplie d'objets ayant appartenu à ses ancêtres. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça, c'est un cas. Ça aussi. Et ce pot également. Valentín est venu s'installer ici il y a 2 ans, dans l'espoir de trouver une vie meilleure pour sa famille. Maintenant, il recycle son patrimoine. Là se trouvaient les pierres incas. Ça, c'est mon mur. Je vais construire ma maison. Il a utilisé des ruines incas afin de construire une nouvelle maison pour sa famille. Ils sont extrêmement pauvres et tentent simplement de survivre. Mais même les actions les plus innocentes peuvent avoir des conséquences graves. Quand les paysans viennent s'installer dans ces lointaines régions forestières de la zone des brouillards, ils participent à un cycle de destruction. Ils mettent au jour des sites archéologiques qui sont ensuite pillés et très vite, ces sites disparaissent. De retour sur la plateforme, les fouilles ont commencé, mais pour l'instant, les découvertes sont troublantes. Carlos dit que cette tombe-là a été pillée. C'est surprenant. Je suis étonné parce qu'il n'y a aucun signe de mouvement en surface. Ces tombeaux peuvent nous en apprendre beaucoup sur la vie de ces gens. Mais pour celle-ci, c'est fini. Toutes les tombes qu'ils découvrent ont été pillées. C'est incroyable, même dans un site aussi reculé que celui-ci, à une demi-journée de marche du village le plus proche et à 4 jours de marche de la route la plus proche, les pillards nous ont précédés. Un peu partout au Pérou, les archéologues sont engagés dans une course pour atteindre les tombeaux incas avant les pillards. À une 60aine de kilomètres au nord des fouilles de Guillermo, à Tupac Amaru, d'anciens villages et cimetières sont disséminés dans la campagne. Mais les pillards ont laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. Le cimetière a quasiment totalement disparu. On est dans un paysage lunaire. Le pillage, commencé il y a presque 500 ans avec les conquistadors, n'a jamais cessé de frapper le Pérou. Des générations de pilleurs de tombes en ont fait leur gagne-pain. Mais aujourd'hui, ce sont des affaires à grande échelle, liées à un marché noir international. Certains cimetières ont été dévastés.
C'est assez récent. Ça a dû arriver il y a quelques semaines seulement. Elle est en bon état. On peut même voir les tatouages sur les mains. Les ongles sont entiers, les doigts sont attachés. C'est vraiment terrible. Ce qui se passe est vraiment terrible. Ce cimetière a été complètement vidé. Nous ne saurons jamais rien des gens qui vivaient ici. Le passé disparaît trop vite. Dans une ville située non loin de là, de simples maisons d'habitation se transforment souvent en boutiques pleines d'antiquités. Une caméra cachée révèle l'ampleur de la pratique du pillage. Le pillage est un problème très complexe. On ne peut pas le dissocier de la pauvreté de la population ni des croyances sociales. Et puis, il y a le manque de moyens du gouvernement. Inca period, no? Local Inca. Accuser les pillards serait trop facile. Cela ne résoudrait en rien le problème. ¿Cuánto cuesta esta? 70 soles. Tant d'éléments de l'histoire inca ont été détournés, sont sortis du pays pour être mis sous clé à jamais dans des collections privées. Au laboratoire de Guillermo, les objets récupérés à Tupac Amaru sont en sécurité. Ils resteront au Pérou. Leur destination finale sera un musée situé non loin de la communauté qui les a déplacés. Les pièces regorgent de momies prêtes à livrer leurs secrets. C'est le moment que nous attendions depuis un mois. C'est vraiment la première fois que ce genre de balle de coton va être défait dans des conditions strictement contrôlées. J'aurais aimé mettre au jour ce cimetière 20 ans plus tôt et avoir 20 années de plus pour l'étudier. Il va nous donner beaucoup de réponses importantes. C'est en analysant les offrandes que nous allons trouver des indices. Qui sont ces personnes enterrées sous Tupac Amaru? Et quel était leur rôle dans l'Empire? Sur la base de leur découverte sur le terrain, Guillermo estime qu'il devait s'agir d'une communauté de tisserands, un des artisanats les plus prestigieux de l'Empire. La plupart des individus ont été inhumés avec des outils destinés à la fabrication textile. La production textile était un élément important de l'Empire inca. Celui-ci était sans aucun doute fortuné. Dans la société andine, le textile représentait une des productions les plus importantes en valeur. Les textiles étaient plus précieux que l'or. Ces gens produisaient-ils ces tissus pour l'administration inca? C'est une des grandes questions qui se posent. Chaque élément apporte un début de réponse, mais également de nouvelles questions. À qui appartenait cette arme? Était-il un ami ou un ennemi de l'Empire? La balle de coton du guerrier contient plusieurs corps. Il y a une petite momie d'enfant dans la grosse balle de coton qui part en morceaux. Il faut qu'on s'en occupe. Environ 45-46% des balles de coton que nous avons pu retrouver sont des enfants. C'est très intriguant pour nous, presque mystérieux. Les anthropologues physiques travaillent dur pour essayer de savoir pourquoi tant d'enfants mouraient dans cette région. À côté d'un bébé momifié, ils trouvent une tunique pliée ainsi que des offrandes.
un peigne, une pince en argent et une balance. Quelle était leur signification dans la vie de cet enfant? Il n'avait pas plus de 6 mois et, à en juger d'après les plumes et la parure, il était certainement né dans une famille aisée. Peut-être a-t-il été témoin des derniers jours d'abondance de l'Empire juste avant la conquête. Une des momies trouvées dans le cimetière ne ressemble à aucune autre. D'après la poterie trouvée avec, Guillermo pense que cette sépulture est postérieure à la conquête espagnole. C'est une momie très particulière. Elle semble dater du début de la période coloniale. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé après l'arrivée des Espagnols au Pérou. Nous avons beaucoup d'interrogations sur la période de la conquête, sur le traumatisme. Quand ils ont vu arriver ces hommes étranges sur des animaux différents et portant des armes à feu qui étaient inconnues ici. Et puis la famine, les difficultés qu'ils ont dû rencontrer. Les Espagnols ont défait l'Empire et transformé les sujets en esclaves. En seulement 50 ans, la faim, la cruauté et les maladies réduisent la population de moitié. Le contenu de la balle de coton semble refléter les temps difficiles qui ont suivi la conquête. Il y a une seule petite offrande, une gourde. Une momie de bébé est aux côtés de celle de l'adulte. Elle est presque parfaitement préservée. Wow, sus manos. Mira sus dedos, ve. C'est completita. Des anthropologues physiques vont étudier les os pour obtenir des détails sur sa vie et sa mort. Il semble avoir environ 3 ans. La porosité indique clairement qu'il était très malade au moment de sa mort. Il souffrait probablement de malnutrition et peut-être aussi d'une forme d'anémie. C'est très extrême. Oui, c'est très prononcé. Cet enfant me paraît avoir été très malade. L'enfant nous donne un aperçu d'un chapitre sur lequel on sait très peu de choses, mais qui est essentiel. Qu'allons-nous découvrir avec la momie adulte? C'est une femme, la mère de l'enfant peut-être. Je regarde son visage et je me demande qui elle était, comment elle est morte. Nous faisons des analyses d'ADN pour déterminer un lien de parenté. Nous étudions également son régime grâce à des analyses chimiques et physiques. Il s'agit d'études à long terme. Il nous faudra 5, 6, 8 ans. En tant que Péruvien, je trouve ça très important, parce que cela nous aide à comprendre notre histoire, d'apprendre d'où nous venons et où nous allons en tant que nation. Nous nous considérons d'une façon nouvelle. Aujourd'hui, dans les Andes, l'impact de la conquête subsiste encore. La majorité de la population vit dans la pauvreté. Dans la petite ville de Payata, les gens tentent de vivre de la terre devenue peu fertile. La malnutrition les guette. À l'époque des Incas, cet endroit était une forteresse prospère. Les entrepôts qui débordaient de nourriture il y a 500 ans sont là aujourd'hui, tels des fantômes rappelant le passé d'abondance de l'Empire.
Dispersées sur les collines, les terrasses incas tombent peu à peu en ruine. Mais ici, au-dessus de Payata, l'espoir renaît. Les villageois renouent avec la sagesse de leurs ancêtres. Ils reconstruisent les terrasses incas. Emilio Guacaya espère que leurs efforts vont faire tourner la chance pour sa famille. Ils ont quelques semaines devant eux pour planter les cultures. On est en train de restaurer les murs à la manière inca. Nous sommes forts comme les Incas. Nous sommes Incas. Nous avons le sang des Incas. Les terrasses sont presque terminées, mais elles sont inutiles sans irrigation. Les ingénieux systèmes d'alimentation en eau des Incas sont bloqués par les mauvaises herbes après des siècles d'abandon. Avec l'appui de l'association ADESA, spécialisée dans l'aide aux communautés andines, les canaux d'irrigation ont également été restaurés. Les terrasses sont enfin terminées. Il est temps d'ouvrir les canaux. Ici, à Payata, la population a fait renaître les terrasses créées par ses ancêtres. La récolte est bien partie. L'âme d'un grand empire est perpétuée. À Tupac Amaru, les enfants apprennent les noms des grands chefs incas. Leurs ancêtres ne tomberont pas dans l'oubli. À Vilcabamba, l'expédition a désigné Valentine gardien du site archéologique où il vit. Il protège son petit coin des Andes. Au-dessus de Payata, avec leur première récolte de culture en terrasse depuis des siècles, les habitants du village ont tourné une nouvelle page de leur vie. Je n'ai jamais l'impression d'étudier une histoire morte en étudiant la civilisation inca, parce que leur culture a survécu, la population andine la porte en elle. Leur culture, ce sont des coutumes, des croyances, des comportements. Ils portent toujours la culture inca dans leur cœur. Certains ici gardent l'espoir du retour d'un Pachacuti, d'une ère nouvelle à venir, grâce auquel ils remonteront le temps et ils reviendront à la grande époque, celle où les Incas étaient au pouvoir. L'esprit du grand empire disparu est toujours là.